que t'as, ça va? J'ai été attaquée par un masculiniste. Putain, mais où ça? Ce matin, là, dehors, j'étais dans un square, sur un banc, en train de lire tranquillement mon Cholet. Et là, il y a un mec qui me regarde depuis pas mal de temps, tu vois, d'un sale œil, il avait des petits yeux méchants et pervers. Alors moi, je me concentre, tu vois, pour pas exploser. Je continue de lire mon livre. Et là, le mec me jette du sable à la gueule en me criant « T'es moche ». Oh, t'as fait quoi? T'as porté plainte, j'espère? Bah oui, évidemment, je suis allée au commissariat, mais... Et alors? Et alors rien, les flics, tous des mecs, là, ont pas voulu prendre ma plainte. Alors que j'ai toutes les preuves en images, regarde. Putain, les flics. C'est qui ce enculé là, avec sa tête de pervers là au fond là? Mais non, c'est le mec devant. C'est un nain? Mais non, c'est un enfant. Mais enfin, il doit avoir 4 ou 5 ans. Et alors? Ça change quoi? Bah, t'imagines s'il fait ça aujourd'hui? T'imagines plus tard ce qu'il va faire? Non, il faudrait tous les castrer là, un à un, comme j'ai fait avec mon chat. Le sujet dont je vais vous parler est assez confidentiel. Je n'ai trouvé qu'une poignée de reportages sur la franc-maçonnerie féminine pour commencer. Et aucun ne s'intéresse au lien réel avec le féminisme institutionnel, c'est-à-dire avec le féminisme d'État et le féminisme des grandes associations. L'impératrice Joséphine de Beauharnais, Louise Michel, anarchiste et féministe, Ginette Eboué, résistante et militante contre l'apartheid, Yvette Roudy, ministre des droits de la femme. Toutes ces femmes ont un point commun. Elles font partie d'un ordre, d'une société initiatique et influente, la franc-maçonnerie. Et comme souvent quand on aborde la question épineuse du lobbying, c'est à la marge sans rien en dire. Petite parenthèse, pour la plupart des gens, la franc-maçonnerie aujourd'hui, c'est une sorte de société secrète, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça serait un réseau d'influence important qui ferait pression sur les politiques, etc. Ça, c'est peut-être un tout petit peu le cas. Je vais essayer autant que possible de m'en tenir aux faits et aux documents. Il est possible que tout ce que je présente ici disparaisse rapidement d'internet, donc je vous ai mis un dossier zip à télécharger si vous avez besoin de mes sources. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, tous les documents que j'utilise sont disponibles publiquement, j'insiste sur ce point. Mon enquête a commencé il y a de cela environ 6 mois. En faisant des recherches pour une vidéo, je suis tombé sur un document PDF inhabituel. À cette époque, je n'avais jamais vraiment creusé la question de la franc-maçonnerie féminine et de son lien avec le féminisme. Et là, je suis tombé sur un document issu d'une loge maçonnique et parlant de féminisme. Outre le logo particulièrement reconnaissable, plusieurs passages du texte ont rapidement attiré mon attention. On y parle des bienfaits de l'initiation et du combat de la franc-maçonnerie pour l'émancipation et les droits des femmes. Du coup, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet de la franc-maçonnerie féminine. C'est vrai que c'est moins connu, il y a à peu près, on va dire à peu près 20 000 femmes chez les francs-maçons aujourd'hui. Pour faire un résumé très grossier, on peut dire qu'il existe 2 types de loges qui contiennent des femmes francs-maçonnes. Les loges mixtes et les loges strictement féminines. Il y a 3 loges féminines à ma connaissance, la Grande Loge Féminine de France, GLFF, la Grande Loge Initiatique Féminine Francophone, GLIFF, et la Grande Loge Féminine de Memphis-Misraïm, GLF-MM. La GLFF regroupe environ 15 000 membres, et les 2 autres loges sont plus modestes avec environ 1500 membres chacune. Je me suis surtout intéressé à la GLFF, qui a plus de 70 ans et qui compte le plus de membres. Au passage, et je crois que c'est important de le signaler, la GLFF et la GLIFF ne semblent pas être en très bons termes, donc, contrairement à une idée assez répandue, parler de franc-maçonnerie comme si c'était un ensemble uni est peut-être un petit peu abusif dans ce cas-là. Que dit exactement la GLFF sur son lien avec le féminisme? Eh bien, vous serez sans doute surpris de l'apprendre, mais la GLFF remet un prix des droits des femmes. Et dans le discours de clôture du prix de 2017, la grande maîtresse de la loge fait un rappel des implications de la GLFF en faveur du planning familial et de l'IVG. J'ai plutôt l'impression qu'effectivement, elles sont quand même assez militantes, justement du côté du mouvement, on va dire, féministe. On va dire qu'on leur doit quand même, à mon sens, évidemment rien n'est officiel là-dedans, mais je pense que tout ce qui est planning familial, tout ce qui est les lois sur l'avortement et des choses comme ça, même si elles n'étaient pas toutes franc-maçonnes, mais je pense qu'il y a eu une orientation donnée par ces cercles-là. Cet autre document de la GLFF confirme d'ailleurs la chose en présentant l'engagement pour les droits des femmes comme une mission active que se donne chaque femme initiée par la franc-maçonnerie. Je pense ne pas déformer la position de la GLFF en disant que la réflexion sur les droits des femmes constitue une part essentielle des activités de la loge et que cette réflexion
est conçue pour être exportée en dehors de la loge et diffusée par le biais d'un militantisme. Nous restons entre femmes parce que nous voulons vraiment développer une parole de femme dans ce lieu privilégié pour ensuite aller porter à l'extérieur. Parce qu'il est bien évident que l'objectif, c'est de porter à l'extérieur tout le travail, toutes les réflexions qui sont faites à l'intérieur. J'en ai fini avec mon introduction, et c'est donc maintenant que ça va devenir intéressant. La GLFF n'a pas peur d'organiser des colloques, et mine de rien, on apprend pas mal de choses rien qu'en faisant l'inventaire des intervenantes. J'ai commencé à m'intéresser aux intervenantes en tombant par hasard sur ce programme de conférence de 2017 intitulé « Les droits des femmes en mouvement ». Le nom d'une des invitées a fait tilt, Danielle Bousquet. Danielle Bousquet a été pendant 6 ans la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCEFH. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'avais déjà signalé dans une vieille vidéo le lien entre HCEFH, certaines associations féministes et une certaine Caroline de Haas. Et vous savez aussi que c'est l'organisme gouvernemental qui fait les rapports et les propositions de loi que Marlène Schiappa relaie et utilise. Le HCEFH, c'est le cœur de la machine du féminisme institutionnel. Il se trouve que Danielle Bousquet a été nommée à ce poste en 2013 par une certaine Najat Vallaud-Belkacem. En théorie, vous vous souvenez tous au moins de Najat Vallaud-Belkacem, et vous vous en souvenez comme d'une femme de gauche tout à fait progressiste, notamment sur la question de la théorie du genre. Nous allons mener un travail équivalent sur la question de l'orientation sexuelle, sur la question de l'identité de genre, donc ça va être extrêmement enthousiasmant. Je tiens énormément au travail sur l'éducation nationale et les stéréotypes, ça se déconstruit dès le plus jeune âge. Et la question de l'égalité, quelle que soit l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Je pense qu'il faut profiter de cette porte entrouverte pour y glisser la question aussi de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Vous n'aviez peut-être en revanche pas prêté attention au fait que Najat Vallaud-Belkacem avait un certain nombre de liens avec la franc-maçonnerie. Je vous passe un extrait de son passage en tant que ministre de l'Éducation nationale à la Grande Loge de France. Monsieur le défenseur des droits, cher Jacques, cher Abdenour, mesdames et messieurs et chers amis, quelle soirée inspirante. Et ce n'est pas à vous, monsieur le grand maître, de me remercier de ma présence ce soir, c'est plutôt à moi de le faire. Merci de m'avoir permis de vous découvrir. Merci de m'avoir permis aussi de m'éclairer, voire de me réchauffer au feu de votre réflexion et de votre spiritualité ce soir. Et ça ne s'arrête pas là, Najat Vallaud-Belkacem mentionne explicitement la GLFF en fin de vidéo. Que je soutiens évidemment pleinement l'organisation de votre colloque sur la jeunesse avec la Grande Loge féminine de France qui plus est. J'ai bien noté la date, vous pouvez évidemment compter sur mon parrainage et je tenterai dans la mesure du possible d'y participer, même si c'est toujours difficile de s'engager sur une date, mais sachez que nous ferons tout pour. Alors je n'ai pas pu télécharger la vidéo de cet événement, mais elle est disponible en description et vous pouvez la visualiser en entier, c'est une vingtaine de minutes. En attendant, vous pourrez vous rassurer avec cette photo de Marie-Thérèse Besson et Najat Vallaud-Belkacem. Et puis tant qu'à faire, sachez que Najat Vallaud-Belkacem a reçu un prix du Grand Orient de France pour l'occasion. Vous savez qui est aussi proche de Marie-Thérèse Besson? Vous savez qu'il y a eu aussi une médaille de la part du Grand Orient de France? Eh bien je vais vous le donner en 1000, c'est Marlène Schiappa. Voici une photo de Marlène Schiappa avec Marie-Thérèse Besson qui date de 2018. Et voici un article qui mentionne la remise d'une médaille par le Grand Orient de France. Je n'ai pas de photo ou de vidéo de cette remise de médaille, soit dit en passant. En cherchant un peu plus sur le cas de Marlène Schiappa, on apprend aussi qu'elle débat en loge avec la GLFF. Enfin, c'est ce que laisse penser un de ses tweets de 2018, tweet qui est toujours disponible au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Quand autant de liens se créent tout à coup entre Marie-Thérèse Besson de la GLFF et les grandes figures du féminisme institutionnel, on en vient forcément à se poser des questions. Est-ce qu'il s'agit de 3 coïncidences ou y en a-t-il d'autres? J'ai essayé d'aborder les choses de manière rationnelle. Entre 2007 et 2012, il n'y a pas eu de secrétaire d'État spécifiquement en charge du droit des femmes. Avant 2007, les informations sont assez difficiles à trouver sur le net, la plupart des gens n'avaient ni Facebook, ni Twitter, ni même un smartphone avec une caméra. Je n'ai donc même pas cherché à savoir s'il restait des informations sur l'avant 2007. En revanche, depuis 2012, 4 femmes ont été en poste sur la question du droit des femmes. Et à chaque fois, on retrouve un élément de lien avec la franc-maçonnerie. Par ordre chronologique, Najat Vallaud-Belkacem, Pascal Boitard, ici photographié dans une loge mixte, Laurence Rossignol, qui a participé à une conférence de la GLFF, et Marlène Schiappa. Notez bien que je n'affirme pas qu'elles soient membres de la GLFF, mais qu'elles ont un lien avec la loge. Dans le cas de Laurence Rossignol, on a même la vidéo de son passage en conférence, je vous mets
un morceau où elle se moque des opposantes à l'IVG. Le féminisme intégral, on peut parler d'Eugénie Bastier par exemple, qui dit « Mais moi je suis féministe, mais je pense que l'avortement c'est un crime. » Donc tout est relatif. Tout est relatif. Et donc pourquoi la question de l'universalisme, elle devient sérieuse, enfin plutôt sérieuse, utile et centrale dans le débat, c'est parce que c'est ce que nous essayons d'opposer à cette idée de la diversité des féminismes, l'espèce d'ubérisation du féminisme, qui consiste à dire que dans une société libérale, chacun fait comme il veut, chacune a le choix, et tout est égal. J'ai essayé de constituer une carte des personnes potentiellement liées aux loges. Il y en a plusieurs au HCEFH, un certain nombre dans des organisations ou associations féministes, et quelques personnages politiques. Je ne vais pas détailler pour chaque personne quels sont les éléments disponibles, ce serait un travail sisyphéen et probablement sans intérêt pour la majorité des gens. Encore une fois, il y a des choses en description. Revenons au sujet qui nous préoccupe. Nous avons vu jusqu'à présent qu'un certain nombre de féministes institutionnelles avaient un lien plus ou moins étroit avec la GLFF. Il reste à nous interroger sur la potentielle influence de la GLFF sur le féminisme institutionnel. Au premier abord, je me suis fait la remarque que la GLFF abordait souvent des thématiques féministes du moment et prenait régulièrement position. Par exemple, la GLFF s'est prononcée ouvertement pour l'interdiction de la prostitution. Mais au départ, je pensais que la GLFF ne faisait que suivre l'actualité, comme certains curés font des remarques à propos des événements du moment. À la limite, si c'était effectivement le cas, je me dirais qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Or, peu avant l'enregistrement de cette vidéo, j'ai mis la main sur un rapport de la GLFF de 2013 pour l'élimination des discriminations contre les femmes, que je cherchais depuis quelques semaines. Le document est cité par plusieurs blogs et articles qui renvoient tous vers une URL du site de la GLFF. Sauf que le lien est mort et je n'arrivais pas à remettre la main sur le fichier. Mais bon, puisque je vous en parle, c'est que je l'ai. Voilà donc un extrait de ce document que je trouve particulièrement troublant. En l'espace d'un paragraphe se trouvent listées tout un tas de choses qui sont devenues réalité par la magie du hasard. Promouvoir l'accord de proximité, c'est ce que font toutes les adeptes de l'écriture inclusive. Renforcer les rôles du CSA pour promouvoir les femmes expertes dans les médias, la chose a été rendue possible en 2017 par un changement juridique. Développer la couverture du sport féminin, la chose a été faite en 2019 avec l'intervention du CSA. Faire voter une loi antisexiste sur le modèle de la loi antiraciste, c'est plus ou moins le sens de l'outrage sexiste voté en 2018. Imposer des congés parentaux égaux pour les hommes, eh bien en fait c'est l'actualité chaude du moment. Avouez que c'est quand même fascinant qu'un document de 2013 soit aussi en avance sur son temps. Enfin, je me fais sûrement des idées. Ce n'est pas comme si la GLFF était entendue directement par des parlementaires. Détrompez-vous, c'est aussi le cas. Figurez-vous que le Sénat a invité la GLFF à donner son avis sur la question de la PMA au sein d'une commission de bioéthique. Je vous mets deux extraits des prises de position de Marie-Thérèse Besson, la grande maîtresse de la GLFF, dans une commission du Sénat. Pourtant, nous nous retrouvons toutes sur les valeurs issues du siècle des Lumières, à savoir la liberté, la fraternité, l'égalité, la dignité absolue de tous les êtres humains, l'usage de la raison sur laquelle s'est fondée l'autonomie de la conscience. Ce sont donc ces valeurs-là qui fondent notre réflexion. En premier lieu, donc, sachez que nous sommes tout à fait satisfaites de l'avancée et des progrès de cette loi dans son ensemble. Concernant le don d'organes, à propos du don croisé à 4 pères, nous ne pouvons qu'apprécier cette fraternité au-delà de la famille, véritable pour nous valeur maçonnique de solidarité, ce qui de plus augmentera bien évidemment les chances de réussite des greffes. Par contre, nous nous interrogeons sur la notion de liberté à propos du don intrafamilial et de l'inévitable pression psychologique qui risque d'exister. Plus intéressant encore, sachez que quand une obédience maçonnique féminine de 15 000 membres demande aux candidats à la présidentielle le programme pour le droit des femmes, eh bien, on leur envoie des réponses. Je ne vais pas rentrer dans le détail et vous lire une douzaine de pages, mais dans le dossier ZIP, vous trouverez les réponses de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, de Jean-Luc Mélenchon et de François Bayrou pour 2012. Franchement, je ne sais pas si c'est habituel et si on me répondrait aussi prestement si je demandais au nom de mes 30 000 abonnés le programme pour le droit des pères ou l'éducation des garçons. Dernière action de la GLFF, financer des associations ou des initiatives féministes. Oui, j'ai bien dit financer. À ma connaissance, la dernière en date est la Fédération Solidarité Femmes. Je n'ai pas connaissance du montant exact, mais un commentaire sous un blog franc-maçon laisse penser qu'il s'agirait de 150 000 €.
D'ailleurs, le milieu associatif dans son ensemble n'est pas vide de femmes liées d'une manière ou d'une autre à des loges. Prenez la Fondation des femmes, lancée par Anne-Cécile Melfer. Cette ex-porte-parole de Oser le féminisme avait donné une conférence en 2013 sur la mixité de genre pour les 40 ans de la Grande Loge universelle mixte. Et il se trouve que sa fondation participe aussi à certains travaux du HCEFH, comme ce rapport sur le financement de la lutte contre les violences conjugales. Décidément, le monde est petit. Voilà pour ce tour d'horizon des actions de la franc-maçonnerie, en particulier de la GLFF. J'ai des soupçons sur un certain nombre d'autres associations ou de réseaux de femmes en entreprise, mais je n'ai pas de preuves suffisantes, et donc je considère qu'il m'est impossible de conclure à leur sujet. Ce que je peux conclure en revanche, c'est qu'il existe des liens entre le féminisme institutionnel et la loge féminine GLFF. On peut sans se mouiller dire que la GLFF a ses entrées dans le gouvernement pour toutes les questions touchant aux droits des femmes. On peut même raisonnablement penser qu'une partie des desiderata féministes sont regroupés en loges et ensuite transmis à des associations, lobbies ou fonctionnaires. Donc tu as accepté notre invitation pour rejoindre ce podcast sur l'humour et le genre. De quelle manière traites-tu cette problématique dans ton spectacle ? Disons que moi, c'est du stand-up. Ouais. Et c'est genre humour, genre. Ok, donc il a pas compris. Alors bon, la question donc c'était de savoir si toi en tant que personne, en tant qu'artiste, ton sexe de naissance est en accord avec ton genre. Ok, bon, je vais lui expliquer. Excusez-nous à toutes nos auditrices pour qui ça paraît évidemment très très simple, mais Franjo apparemment a quelques temps de retard. Donc nous avons 3 sexes. Donc nous avons le physique, celui de la naissance, le sexe mental et le sexe d'attirance. Donc toi, comment est-ce que tu te situes par rapport à toutes ces informations ? Alors juste, vous définissez comment, juste pour être sûr, savoir si j'ai bien compris quoi. Alors moi je suis attirée par les hommes, donc c'est mon sexe d'attirance. Donc ouais, ça c'est hétéro, ça je connais. Alors non, parce que moi mon sexe mental est plutôt masculin, donc je me sens homme homosexuel. Et quand on est attiré par sa famille, ça donne quoi ? Bon, du coup tu te définis comment ? Je sais pas, moi j'aime bien les meufs quoi, c'est tout. Les meufs, mais c'est tellement réducteur. Quoi ? Les femmes, pardon. C'est encore pire. Oui, bon, c'est prévisible, c'est classique, pour ne pas dire ennuyeux. C'est vrai que chez toi, Franjo, je sens, je me permets, une éducation assez traditionnelle, patriarcale, qui finalement te limite intellectuellement à penser qu'il n'y a qu'une seule manière d'être, une seule manière d'être attiré sexuellement par l'autre. C'est ce que je sens. Avoir un enfant, c'est une assurance vie aujourd'hui pour les femmes qui refusent d'avoir des enfants. D'accord ? Vous faites des gosses, vous allez devant un tribunal composé généralement de femmes, et vous avez le droit d'avoir du pognon en permanence. Donc ça vous donne une stabilité, une visibilité sociale, parce que à 25 ans, tu peux ne pas avoir de vision à long terme. Quand t'as 35 ans et que t'es une femme, t'es obligé d'avoir une vision à long terme. T'as pas le choix. T'es obligé d'avoir une vision à long terme si tu veux pouvoir manger. Donc c'est là que tu rentres dans des calculs, j'ai besoin de me poser. C'est là que toutes les gonzesses arrivent, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de trouver un mec. Ouais, donc je me suis fait sauter dans tous les sens pendant 15 ans, ou 20 ans, de 15 à 35, et tout d'un coup, je me découvre une vocation de femme au foyer. Ouais, enfin, partiellement, on s'entend. Et là, il faut que je trouve un mec. Vous voyez, mais un mec bien. Ouais, alors généralement, le mec bien en question, tu vois, c'est le gars qui paye. C'est le gars qui a une bonne situation. Voilà. Et donc, en gros, ce qu'elle nous explique, c'est que maintenant, elle a envie de s'éclater, et vous verrez que dans 10 ans, elle aura envie de se poser. Elle dit, j'ai envie de me poser. Voilà. Alors, le problème, c'est que tout le système est conçu autour de gonzesses comme ça, où le long terme n'existe pas, donc la production des futures générations, la reproduction, n'existe pas. Or, comment voulez-vous bâtir une société, un pays, une nation, sans que, au cœur de toute réflexion, se retrouve le maintien physique de cette nation, qui est la reproduction. Je veux dire, qui peut l'imaginer seulement ? Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une ère démocratique, système avec cette société de consommation, l'individualisme forcené, où il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de long terme, il n'y a pas de nous. Le nous est contraignant, le nous s'impose à l'individu, c'est intolérable. Je dois pouvoir faire ce que je veux.
Les obligations à long terme, c'est impossible aussi, parce que si il y a des responsabilités collectives à long terme avec des contraintes à long terme, c'est-à-dire qu'on dit voilà, la société a le droit d'imposer des normes sociales aux individus pour qu'ils ne se comportent pas de telle manière. Non, c'est aliénant, c'est inacceptable. D'accord, très bien. Donc il n'y a plus d'objectifs à long terme et il n'y a plus de primat du collectif, de la communauté sur l'individu. Ok, très bien, formidable. Et dans cette société féminisée, ce qui est déjà présent à l'état latent chez les femmes prend complètement l'ascendant. C'est-à-dire que les femmes, leur instinct, effectivement, c'est de libérer totalement leur hypergamie, comme vous le savez. Hein. Donc l'hypergamie, c'est, comment dirais-je, de pouvoir sélectionner le meilleur parti. Ah bah attention, sélectionner le meilleur parti. Elles commettent des erreurs, les femmes. Donc les femmes commettent très souvent des erreurs de choix de partenaire avec lequel se reproduire. Voyez, mais il y a un détournement même de l'hypergamie, c'est-à-dire que les femmes comprennent, parce que si vous libérez l'hypergamie, les femmes comprennent très vite qu'elles peuvent utiliser la sexualité pour progresser socialement. En gros, toucher de l'argent et le claquer en conneries. En gros, c'est ça. Donc elles détournent la sexualité pour en faire un objet de ponction d'argent sur des hommes en besoin de sexualité. Elles sont bourrées, elles couchent avec un type, merde, elle est enceinte le lendemain, ah zut, comment faire, etc. Bah oui, parce que du coup, ah merde, j'ai un gosse, ah bah, je suis pris pour les 20 prochaines années. Elle dit, ah bah non, c'est pas possible, il faut que j'avorte. Voilà, vous comprenez, c'est ça. Donc, la libération totale de l'hypergamie, c'est la coucherie facile, c'est l'avortement, et c'est l'aggravation de tous les penchants qui sont présents chez la femme. Mais pas uniquement chez la femme, parce qu'il y a aussi le rôle des hommes, parce que les hommes permettent ça. Sans l'autorisation des hommes, la libération de l'hypergamie est impossible. Et c'est ce que nous explique cette nana. Moi, je veux vivre totalement mon hypergamie, voilà, je veux pouvoir coucher avec un mec. Elle dit, je suis très heureux en couple comme ça. Oui, c'est sous-entendu, je veux pas, effectivement, c'est ce qu'a dit Jean. Je veux pas de gamin avec ce mec-là parce que je veux que mes options soient ouvertes. Peut-être que demain, je vais peut-être tomber, je sais pas, moi, sur une star d'Hollywood qui va voir m'épouser. Alors, je vais pas non plus totalement tout fermer. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'elle nous dit. Elle nous dit avec une grande candeur, ce qui est latent chez toutes les femmes, à savoir, je ne veux pas me fermer d'options en me verrouillant dans un couple avec un mec à vie. Je ne veux pas. Je veux pouvoir sortir de cette relation immédiatement. Je veux pouvoir, si j'ai fait un mauvais choix reproductif, je veux pouvoir l'annuler quand je veux, c'est-à-dire avorter. Mais ça veut dire aussi utiliser évidemment la contraception avant et après, la pilule le lendemain. D'accord ? Et alors, la contraception vraiment tardive, c'est l'avortement. Hein, en gros, c'est ça. Je veux corriger mon truc. Et utiliser la sexualité pour hameçonner un mec. Et comme il y a constamment de nouvelles jeunes femmes qui arrivent, parce que le temps de valeur sexuelle d'une femme est très réduite sur le marché amoureux, parce que ça dure, voilà, le pic c'est 23 ans, alors si une femme s'entretient, elle peut pousser un peu plus, mais grosso modo c'est quand même très court, il y a constamment de nouvelles venues, il y a constamment de la concurrence qui arrive. Donc arrivé à 35 ans, il va falloir se caser. C'est là qu'elle cherche un type, un pigeon, pour aligner pour le long terme. Eh oui, c'est là qu'on arrête de penser à court terme et c'est là qu'elles arrivent et qu'elles veulent se poser. Alors le problème, c'est que tant qu'on aura une société qui est légalement organisée autour des femmes, parce que c'est ça, on est dans une société vaginocentrée aujourd'hui. Donc le patriarcat a été démantelé, l'homme n'est plus le pater familias, la femme est censée être légale, c'est pas une question d'égalité, la femme est supérieure à l'homme aujourd'hui. L'homme, il perd tout, parce qu'au fond, quand il fait il n'est plus nécessaire parce que c'est un pourvoyeur. Donc en fait, la femme peut avoir un gosse avec un mec, il va payer, il n'a pas besoin de voir ses gosses. C'est prévu par la loi. Il est plus nécessaire. Voilà, vous avez un droit de visite, comme ça, une fois de temps en temps. Voilà. Donc la femme gagne sur tous les tableaux. Pour son âge ultérieur, vous voyez, tout est conçu comme ça. Alors forcément, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une dénatalité de masse, parce que tout est organisé autour des priorités féminines dans leur vingtaine. D'accord ? Et ensuite, tous les filets de sécurité sont mis en place quand elles rentrent dans leur trentaine, que l'angoisse de la trentaine arrive et qu'elles se disent « Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis sexuellement évincé du marché par les nouvelles venues ?» Et là, c'est tous les dispositifs sociaux qu'on connaît. Tant qu'on continue comme ça, on aura de la dénatalité, on aura des nanas qui font n'importe quoi, on n'aura pas de famille ou des familles éclatées et on aura de l'immigration. Et au final, pourquoi tout ça ? Pourquoi ? Parce qu'il faut se poser quand même la question, pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi accepter tout ça ? Pour que des nanas nous disent « Ah oui, mais moi j'ai quand même envie de voyager, hein.
enfant, c'est un choix. Avorter, c'est un droit. Un enfant, c'est un choix. Avorter, c'est un droit. On n'en veut pas. Et pas trop patriarcat de cette société-là. On n'en veut pas. Et on se battra. À l'avortement, faut le rappeler, c'est pas un acquis, il est remis en question par le camp des réactionnaires. C'est vrai que c'est important de se mobiliser aussi en France pour rappeler que c'est un droit et que c'est un droit fondamental et que il faut continuer à se mobiliser pour le droit à l'avortement partout dans le monde. Après tout, aux États-Unis, la Cour suprême a révoqué un arrêt qui avait déjà plusieurs dizaines d'années. Ça montre qu'on peut revenir sur des droits très importants. Il n'y a pas de bonne raison pour avorter. Tu as envie d'avorter, c'est une raison suffisante en fait. Here's some proof, y'all bitches, that there's no God. God ain't real, okay? If there was a God, there'd be a lightning strike in 3, 2, 1, now. Okay, this is very concerning. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo. There's so much space. When you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? On a peut-être l'égalité dans la loi, mais sur l'égalité réelle, c'est toujours pas ça. Enfin, les femmes, elles gagnent un quart de moins que les hommes, elles touchent 42% de droits de retraite en moins, elles représentent 70% des travailleurs pauvres, 85% des temps partiels subis, elles passent 2 heures de plus par jour sur les tâches ménagères. Et dans toutes les versions, Adam finit avec une Ève bien docile. Elles subissent les violences sexistes, les violences conjugales, les violences sexuelles, elles sont harcelées dans la rue, elles sont harcelées au travail. Du coup, on a déterminé le féminin en y mettant tout ce qui n'était pas le masculin. Elles sont plus précaires, beaucoup moins souvent cadres, et en plus de tout ça, elles doivent écouter les mecs à longueur de temps leur répéter que tout va bien puisqu'elles ont l'égalité dans la loi. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. And I hope that you're having the time of your life. 2 seins représentés sur une icône, quoi de plus normal quand l'artiste est une ancienne fémène. Cette œuvre, Oksana Tchachko l'a réalisée en s'inspirant d'une fresque de la chapelle Saint-Sylvain, un diptyque très peu orthodoxe, contrairement aux apparences. Sur cette icône, vous pouvez voir 2 seins que je représente homosexuels. Et vous savez qu'utiliser des techniques d'icônes, ces symboles, et les transformer comme je le fais ici en les habillant avec des vêtements du quotidien, c'est déjà une provocation. Une œuvre qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la chapelle. Anne Soupa, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologienne, journaliste, militante féministe chrétienne. Vous êtes présidente du comité de la Jupe, donc une association qui vise à promouvoir la place des femmes dans l'Église catholique. Vous avez d'ailleurs postulé à l'archevêché de Lyon en 2020. Oui, et j'ai voulu être un évêque laïque, justement, pas un évêque prêtre ordonné. Alors vous dites qu'il faut un grand coup de balai, hein. Vous demandez donc la démission des 120 évêques de France. Est-ce que c'est nécessaire, ça? Oui. Con los dos sacos largos.
pas compte aujourd'hui de ce que représentait l'image de Marianne pour les républicains du 19e siècle, hein, ceux qui se sont battus pour installer le régime et qui se sont battus donc contre à l'époque les monarchistes, les bonapartistes. Le combat a été difficile. On est mort pour Marianne hein, sur les barricades de la Commune de 1848. Et donc cette image de Marianne qui nous paraît aujourd'hui très folklorique, elle était quelque chose de quasi religieux pour ceux qui avaient la foi républicaine et qui se battaient pour installer ce régime. Voilà, cette Marianne, qu'on appelle la Marianne de Tlemcen, elle date du 14 juillet 1882. Et je l'ai mise ici parce que c'était l'endroit où Louis-Philippe mettait son trône. Les parlementaires rendaient hommage à Louis-Philippe et partaient dans l'hémicycle. Eh bien, j'ai voulu la mettre au milieu, car quand les parlementaires rentrent dans l'hémicycle, ils passent devant le regard de Marianne. Celle-là est une Marianne maçonnique intéressante, car elle a été, sous la Troisième République, la Marianne de l'obédience maçonnique du Grand Orient de France. Une Marianne maçonnique, voilà qui m'intrigue. Allons poser la question aux intéressés. Direction le Grand Orient de France. Cette Marianne est-elle anecdotique ? Non, ce n'est pas anecdotique et la franc-maçonnerie va jouer un rôle très important dans la Marianne probablement la plus emblématique de la Troisième République. Les républicains, à partir de 1870, 1875 et 1880, vont peu à peu convaincre le pays que la République est le régime le plus bénéfique pour tout le monde. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs outils de la démocratie. Il y a l'école, il y a le savoir, il y a la liberté de la presse, la liberté d'opinion. Et la République va mettre ça en place très vite, à partir de 1880. Et à ce moment-là, eh bien, il faut un emblème, une effigie qui représente ce nouveau régime, ce régime qui veut faire des citoyens, qui veut émanciper les Français. Il y avait cette Marianne qui venait de la Révolution, un peu en demi-teinte, et donc ils vont décider d'en faire vraiment un emblème militant de la République en construction. Et donc Jacques France va faire une Marianne et il va la décorer d'un cordon avec des emblèmes maçonniques, équerre, compas, niveau. Mais à partir du moment où un certain nombre de dignitaires maçons, qui sont aussi des hommes politiques républicains, avec des responsabilités, vont vouloir en faire l'emblème de la République, le buste de la République, bien sûr, on ne pourra pas conserver les emblèmes maçonniques. Et donc Jacques France va faire une deuxième version de sa Marianne, avec les grandes dates de la République. Elle est exactement pareille, il s'est pas fatigué, si on peut dire, mais bon. Donc exactement le même cordon, mais au lieu d'attributs maçonniques, il va y avoir les 3 grandes dates de la République, 1789, 1848 et 1870. Et en France, on avait une tradition, c'était de mettre un buste symbolisant le régime dans les mairies, dans les préfectures, dans les lieux institutionnels, sur une petite étagère. Alors il y avait eu le buste de Napoléon, de Louis XVIII, de Louis-Philippe, de Napoléon III, et là, l'étagère était un peu vide. Et donc, la Marianne de Jacques France, eh bien, elle va pouvoir se déployer dans les grandes, moyennes et petites villes comme emblème d'une république qui s'affermit. Donc, à partir de 1870 et l'installation de la Troisième République, les bustes vont se multiplier dans nos écoles et nos mairies. Cela est-il devenu obligatoire ? Il n'est pas obligatoire, mais c'est un usage qui veut que, dans une mairie, on installe le buste de Marianne pour montrer, afficher les convictions républicaines. À une époque, c'était pas évident. Toutes les communes n'étaient pas forcément des fanatiques de la République, surtout dans l'Ouest, en Vendée, par là. Donc la Marianne, c'était de dire, nous sommes une commune républicaine, les libertés, égalité, fraternité, c'est chez nous. Et vous savez que les républicains, qui étaient très laïcs, pensaient que la République, ce ne sont pas simplement des institutions. Il faut avoir la foi dans la République. Il faut aimer la République. Alors ils se disent, il faut qu'on trouve une prière pour honorer la République.
comme les chrétiens, ont des prières pour honorer leur Dieu. Alors ils réfléchissent et un jour, ils tombent sur « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et ils disent « Mais c'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on... » Ah oui, mais vous ne pouvez pas mettre « Je vous salue Marie ». Alors ils ont imaginé une prière et salut, Marianne, pleine de force. Le peuple est avec toi, le fruit de tes entrailles, la République est bénie. Sainte Marianne, mère du droit, aie pitié de nous. Sainte Marianne, délivre-nous, Vierge de la liberté, délivre-nous des rois et des papes. Sainte Marianne, Vierge de l'égalité, délivre-nous des aristos. Sainte Marianne, Vierge de la fraternité, délivre-nous des soldats. Sainte Marianne, Vierge de la justice, délivre-nous des juges. Ainsi soit-il. D'autant que ici, ça résonne comme dans une cathédrale. Ça résonne comme une cathédrale parce que nous sommes le temple de la République. Nous veillons sur les droits et les libertés qui sont au cœur même du pacte républicain. Quelles que soient les options politiques des uns et des autres, la République, ce sont un certain nombre de principes. Le principe de l'égalité, le principe de la liberté, le principe de la laïcité. Tous ces principes, ils permettent, en les faisant respecter, à des hommes et à des femmes d'origine, de conditions, de croyances, de couleurs différentes, de vivre ensemble. C'est ce que Renan appelait le rêve d'avenir partagé. Dans les familles, les enfants ne peuvent pas se sauver sans une étroite coopération entre les parents, père et mère. Et donc, il faut que les parents forment leurs enfants, leurs jeunes hommes et leurs jeunes filles, de telle façon qu'ils puissent remplir leur devoir d'État sur la terre. Dans la mesure où ils remplissent leur devoir d'État sur la terre, eh bien, ils seront capables d'aller au ciel, d'une part, et d'entraîner les autres dont ils ont la charge au ciel. Monsieur le député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays, que vous ignorez complètement qu'il y a des familles homoparentales dans ce pays, que vous ne savez pas qu'il y a autant d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des couples homosexuels, qu'il y a autant d'amour vis-à-vis de ces enfants et que tous ces enfants sont les enfants de la France. Alors oui, monsieur le député, le gouvernement présente un texte de loi de grand progrès, de grande générosité, de fraternité et d'égalité. Pourquoi la révolution attaque-t-elle tellement les femmes? On voit très bien qu'il y a une attaque systématique sur les femmes pour détruire la femme. Pourquoi? C'est un fait, c'est la loi naturelle. La femme, c'est le cœur de la famille. La mère, c'est le cœur de la famille. L'épouse, c'est le cœur de la famille. Eh bien, si on détruit le cœur de la mère de famille, eh bien, on va détruire la famille elle-même. Résultat des courses, je l'ai déjà expliqué souvent, comme les vocations naissent sur les genoux des mères, eh bien, si la femme n'est plus capable de remplir son devoir d'État, qu'est-ce qui va se passer? Elle sera plus capable, tout simplement, d'élever des vocations. Et donc, c'est l'Église catholique qui va sauter derrière. Je suis persuadé que l'attaque généralisée actuellement sur la femme, en fait, a pour but de détruire l'Église. Une Française sur 3 aura recours une fois dans sa vie à un avortement. Au-delà du corps médical, quand l'avortement recule aujourd'hui en Europe, on va en parler aux États-Unis ou en Argentine, est-ce que c'est à chaque fois pour les mêmes raisons? Est-ce que c'est d'abord des raisons religieuses? Il y a des mouvements conservateurs et des mouvements religieux qui s'unissent, et qui, ça c'est pas nouveau, contre les droits des femmes, mais qui s'organisent. Et ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que ces mouvements anti-choix qui sont à l'œuvre aux États-Unis s'organisent aussi au niveau transnational et s'organisent aussi en Europe, essayent d'influencer l'Europe pour effectivement faire reculer ces droits. Parce que comme vous le disiez, il n'y a pas de législation européenne, parce qu'aujourd'hui, ce qui est au cœur du programme européen et du projet européen, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut tordre la nature de telle façon qu'un retour à la normale est plus possible. Et là, on est dans cette étape-là. C'est-à-dire on espèce de vicier la nature pour rendre un retour vers
un État catholique, si vous voulez, absolument impossible, sans un miracle du bon Dieu. Pourquoi? Parce que il faut revenir à la loi naturelle. La loi naturelle, c'est que la société est fondée sur une famille. La famille est la cellule de base de la société. Pour qu'une famille puisse fonctionner normalement, il est absolument indispensable que la femme fasse son devoir d'État, que le mari fasse son devoir d'État. Donc il faut détruire par tous les moyens la femme. Et un des moyens qu'utilise la Révolution, c'est absolument clair, c'est que la Révolution va pousser l'homme à agir comme une femme et pousser la femme à agir comme un homme. Ça, c'était le début. Bon. Maintenant, il passe à un degré supplémentaire, un degré encore supplémentaire dans la corruption, et c'est de faire croire que l'homme et la femme sont égaux. C'est toutes les histoires absolument invraisemblables de la théorie du genre et tout ça, que l'homme n'est pas homme ou femme, mais que l'homme n'est pas masculin ou féminin, mais qui se fait homme ou femme selon ses désirs. Enfin. Moi, je tiens énormément au travail sur l'éducation nationale. J'ai beaucoup entrepris, Vincent Payon, mon collègue en charge de l'éducation, ces derniers mois sur la question du sexisme et de l'égalité garçon-fille. Je pense qu'il faut profiter de cette porte entrouverte pour y glisser la question aussi de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. N'importe qui a encore 2 grammes de bon sens sait que c'était une stupidité sans nom, mais ça marche parce que les gens veulent détruire la révolution, veulent détruire la loi naturelle. Le féminisme dénonce cette espèce de hiérarchie chelou qui existe entre les sexes et les genres. Sans compter qu'on s'impose que 2 genres, le masculin et le féminin. Parce qu'on aime bien rester binaire. L'homme et la femme sont complémentaires. C'est l'homme qui est chef de famille, qui est chef de la famille. Il suffit de dire un truc comme ça, aujourd'hui, pratiquement, dans quelques années ou dans quelques mois, simplement de dire que l'homme est chef de famille, on va nous mettre en prison pour ça. Alors à ce moment-là, il faut dire, et si je dis que la femme, l'épouse est reine de la famille, vous me mettez en prison aussi? On voit très bien comment ils ne peuvent plus supporter l'ordre naturel. Je me demande si le féminisme ne vit pas que d'une seule chose désormais, c'est la criminalisation des hommes. Et surtout le fait de laisser entendre qu'un homme qui continue à voir une femme dans une femme et à ne pas y être indifférent va devenir l'objet de toutes les suspicions. Ce féminisme qui finalement se complaît dans cette posture de victime. Mais il ne faut jamais oublier que le principe, la cause efficiente de la révolution, c'est le démon. Hein. C'est le démon qui tire tout ça. Et lui, il sait tout ça. Il sait qu'il faut, en attaquant la nature, on va rendre la nature tellement viciée que la grâce ne pourra plus se poser. Puisque la grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. Donc la grâce travaille sur une nature préexistante. La grâce travaille sur une nature préexistante. Est-ce que la grâce peut travailler sur pas nature qui préexiste? Strictement parlant, non, bien que le bon Dieu puisse faire un miracle. Mais là, c'est le domaine du miracle. Les jeunes filles deviennent souvent de simples objets de plaisir et les familles s'écroulent parce que les femmes veulent exercer des activités pour lesquelles Dieu ne les a pas créées. En cherchant à fuir son devoir d'État, la jeune fille perd l'immense dignité que Dieu avait voulu pour elle. Et ça, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que Dieu a donné à la femme une immense dignité. Eh bien, la Révolution va tout faire pour empêcher la femme de remplir son rôle dans la création du bon Dieu. D'accord ? Le bon Dieu a voulu que les femmes soient féminines. La Révolution détruit la féminité. Et comment la Révolution va détruire la féminité? La Révolution va détruire la féminité en demandant aux femmes, en poussant les femmes à devenir sexy. Plus exactement, lorsque la femme laisse la Révolution détruire sa féminité et transformer sa féminité en devenant une femme sexy, la femme devient incapable, à cause de cela, incapable de remplir son devoir d'État. Et la femme, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans la Révolution actuelle, au degré où on en est actuellement, la femme, le bon Dieu a voulu que la femme soit mère. Donc tout dans si vous voulez, la nature d'une femme, tout est tourné vers la maternité. L'Église a toujours expliqué ça de cette façon, c'est très beau. Toute la nature d'une femme est tournée vers la maternité. Ou la maternité spirituelle ou la maternité physique. Non. Maternité spirituelle, c'est le cas des religieuses. Le bon Dieu, si vous voulez, a voulu que la femme soit tout en elle, physiquement, psychologiquement, surnaturellement, tout tourne autour de la maternité. La femme est faite pour devenir mère. Physiquement, c'est comme ça, et même psychologiquement. Bon. Et c'est la gloire de la femme. C'est que la Révolution prétend
que cette dignité que l'Église catholique seule peut donner correspond en fait à un esclavage. Et que donc il faut libérer les jeunes filles ou les femmes de cet esclavage de l'Église catholique pour donner la liberté de l'esprit moderne. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. La femme moderne est redevenue une esclave. On voit très bien, je vais déjà expliquer ça très souvent, je n'y reviens pas, qu'avant notre Seigneur Jésus-Christ, la femme était esclave. On voit très bien toutes les civilisations anciennes. Et comment est-ce que l'Église catholique a-t-elle rendu la dignité à la femme? D'abord, par la dévotion entre Sainte Vierge Marie, et ensuite par la chevalerie. Ça, c'est au début du Moyen-Âge. Pour redonner cette dignité à la femme. On voit très bien que tant que la femme a eu cette dignité, elle n'a pas cherché du tout à devenir comme un homme. Parce qu'elle est différente. Elle est physiquement différente, psychologiquement différente, elle a une nature complètement différente, et elle sait qu'en cherchant à devenir comme un homme, elle va détruire son dignité. L'Église catholique ne dit jamais que tous les hommes sont égaux. Les hommes sont tous égaux devant Dieu, oui, dans le sens qu'ils sont tous créatures. Dans ce sens-là, évidemment, on est égaux. Tous les hommes sont égaux dans le sens qu'ils sont tous créés par Dieu. Dans le sens qu'ils ont tous des devoirs à remplir à l'égard de leur Créateur. Ça, oui. Mais ça s'arrête là. Les hommes et les femmes sont différents. Vous voyez, une fois qu'on a compris ces choses-là, on arrive à comprendre beaucoup de choses.